Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Alors, juste pour m'assurer que tout le monde peut m'entendre et voir mon écran, sur le GoToWebinar, vous avez une petite main, une icône. Si vous pouvez cliquer là-dessus. Très bien, je vois les mains se lever, je vous remercie. Alors, euh, quelques conseils pendant ce webinaire. Alors, sur votre GoToWebinar, vous avez un onglet documents où vous pouvez trouver cette présentation PDF, comme aussi le guide d'utilisation Scopus en français. Sur le chatter, j'ai mis quelques liens en anglais qui peuvent être intéressants pour du support, par exemple. Et vous avez aussi une boîte à questions. Et je vous invite tout au long du webinaire à poser vos questions dans cette boîte et je reviendrai à la fin pour choisir quelques questions pour y répondre. Alors, juste avant de commencer, pour savoir si vous utilisez déjà Scopus, je vais lancer un sondage. Si vous pouvez choisir ce qui est le plus pertinent pour vous, si vous n'utilisez pas ou déjà Scopus. Je vais laisser pendant 1 minute ou jusqu'à qu'on atteigne au moins 90% des votes. Donc, je vais laisser un petit peu, juste pour avoir un peu plus de temps, pour que tout le monde puisse y répondre. Si vous rejoignez le webinaire maintenant, il y a un sondage qui est en cours, juste avant qu'on commence. Si vous pouvez répondre à ce sondage pour savoir si vous utilisez déjà Scopus ou pas encore. Ok, très bien, on est à 1 minute. Je vais vous partager les résultats. Donc, la plupart d'entre vous utilisent déjà Scopus, que ce soit d'une manière assidue ou alors occasionnellement. Et 20% n'ont pas encore utilisé Scopus. Alors, je vous invite, pour ceux qui c'est la première fois que vous voyez Scopus, vous ne savez pas encore ce que c'est ou la couverture, etc., de regarder le premier webinaire que c'était tiré parti de la recherche multidisciplinaire dans Scopus. Je vais en parler brièvement sur quelques caractéristiques, mais sur ce webinaire, vous aurez plus de détails. Alors, sur Scopus. Alors, Scopus est la plus grande base de citation et d'indexation de littérature scientifique évaluée par les pairs, donc c'est que du contenu peer review. Il y a plus de 5000 éditeurs de Scopus et on va voir des revues, des actes de conférence et des e-books. À partir de là, on a aujourd'hui plus de 70 millions de documents avec les métadonnées, etc. Sachant, voilà, comme Scopus est une base de citation d'indexation, il n'y a pas de texte intégral dans Scopus, ça va dépendre des abonnements et des accès, si c'est du open access ou pas, et des accès des institutions. Et à partir de ces 70 millions de documents, on va aussi gérer des profils d'affiliation et des profils d'auteurs. Donc, si vous avez déjà publié, vous avez automatiquement un profil d'auteur qui vous est attribué dans Scopus. Et si vous voulez plus de détails sur ça, vous pouvez aussi voir le deuxième webinaire qui était sur les profils d'auteurs. Et Scopus est une base hybride. On peut choisir pour faire sa bibliographie. Il y a aussi des outils intelligents pour voir des tendances macro, de comment la recherche évolue et évaluer l'impact de la recherche dans le monde scientifique. Alors, comme j'ai dit, la qualité de la philosophie de Scopus est vraiment sur la qualité parce qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment si on va trouver l'information, il y a surtout beaucoup d'informations partout et la difficulté est de trouver l'information pertinente et de qualité et c'est là que Scopus va se positionner. Donc déjà, que ce soit une littérature scientifique évaluée par le pair, donc c'est ce qu'il y a comme type de document, et puis la sélection des revues
passe par un board indépendant. Et si vous voulez plus de détails, sur le premier webinar, on parle en plus sur ça et tout est transparent sur quelles sources sont indexées, quels sont les critères, etc. Alors, sur la recherche sur Scopus, il y a des choses que Scopus fait automatiquement. Donc, si vous mettez des majuscules, des minuscules, peu importe. Les caractères accentués aussi, peu importe. Si vous mettez des accents ou pas, il va normaliser tout ça, il va chercher avec son accent. La lématisation, donc si c'est du singulier, du pluriel, les adjectifs, les adverbes, tout ça, il va chercher. Donc par exemple, attaque, il va aussi chercher attacks avec un S. Si c'est wide, il va aussi chercher wider ou widest, par exemple. Les équivalents, comme un terme qui s'écrit différemment dans un anglais britannique par rapport à un anglais américain aussi, ne vous embêtez pas parce qu'il fait ça automatiquement. Par exemple, behave avec un U ou sans U. Ou alors, les symboles. Par exemple, le symbole gamma ou écrire gamma, c'est la même chose dans Scopus. Donc, vous choisissez une de ces façons-là et il va automatiquement chercher tous les équivalents. Il y a des stop words qui sont exclus de la recherche. Que vous pouvez trouver sur le lien que je vous ai mis ici. Et donc, là, il ne va pas chercher tout ce qui est pronom, tout ce qui est les différentes formes de verbes, etc. Si pour une raison ou une autre, vous voulez chercher quelque chose de précis, vous pouvez mettre ce bracket de cette façon. Alors, je vais passer sur Scopus. Et là, on va chercher, par exemple, sustainable. Donc, la recherche durable, développement durable, Sustainable Development. Donc, si je fais ça tout bêtement, Scopus va me mettre automatiquement un end. Donc, si je lance la recherche, par exemple, automatiquement, ça sera un end. Donc, si je veux que ce soit un terme exact, je mets des guillemets. Alors, les guillemets, la différence, c'est qu'il va faire tout ce qu'on a dit, la lématisation, les termes équivalents, etc. C'est juste que la phrase doit être de cette façon-là. Et dès lors, je peux aussi aller sur cette recherche avancée. Il va me reprendre voilà, la recherche que j'avais avant. Et là, vous avez plein de codes que vous pouvez utiliser. Donc, ce sont des codes pour la recherche texte, donc où est-ce qu'on va chercher, si c'est dans le titre abstract et les mots-clés, ou dans tous. Les affiliations, c'est par exemple c'est d'intérêt. Les entités chimiques, par exemple, si vous voulez chercher une entité chimique par rapport à son numéro de case, par rapport à son nom chimique, ou alors dans les deux cas. Donc ça, c'est un code qui va chercher dans les deux. Si vous voulez plus d'informations, par exemple, vous cliquez sur le code et là, il vous met l'explication. Donc, vous avez les éditeurs, vous avez les mots-clés et vous avez les subject areas. Par exemple, ici, je vais changer, je vais mettre pancréatite et je veux pancréatite et je veux chercher dans un champ vétérinaire. Donc, je mets un end, je peux l'écrire ou cliquer sur le plus. Et là, je vais sur Subject Area, je vais sur Health Science et je vais sur vétérinaire. Donc, je mets plus. Et sur les vétérinaires, ici, j'ai l'explication en bas. Et là, je trouve 1000 documents. Vous pouvez utiliser des filtres. Par exemple, si je veux restreindre cette recherche maintenant à des filtres plus récents, je peux limiter cette recherche. Et aussi, par exemple, je veux que sur des revues aussi. Donc là, je vais sur Journals et je peux limiter cette recherche. À chaque fois, maintenant,